La bonne a découvert que les bébés de sa patronne étaient en réalité des serpents qui prenaient forme humaine la nuit. Soliane descendit du Dunfo les pieds nus dans des tongs usés, son unique valise en plastique bleu attachée avec une corde. Elle avait 22 ans, les yeux trop grands pour son visage maigre et une lettre froissée dans la poche. « Viens vite, ma sœur. Madame paie bien. » C'est chez Madame Marélia Desgraves qu'on l'attendait, dans une immense villa blanche aux vitres teintées qui reflétèrent les palmiers comme des miroirs menteurs. Dès le portail électrique ouvert, une odeur de jasmin trop sucrée lui sauta au visage, mêlée à autre chose, une odeur froide, presque reptilienne, qu'elle ne sut pas encore nommer. Madame Marélia l'accueillit elle-même sur le perron, drapée dans un boubou en soie émeraude, les lèvres peintes en doré, un sourire si parfait qu'il semblait dessiné. « Soliane, ma petite, entre donc. Ici, on va te traiter comme une fille de la maison. » Sa voix était douce comme du miel chaud, mais ses yeux, d'un vert presque jaune, ne clignaient presque jamais. Derrière elle, 2 bébés jumeaux dormaient dans une poussette double en cuir blanc, emmitouflés dans des couvertures brodées d'or. Ils étaient magnifiques, la peau caramel, les lèvres roses, tellement paisibles qu'on aurait dit des poupées. « Voici Kéliane et Auréline, mes trésors. Tu vas t'en occuper la nuit surtout, moi je dors mal depuis leur naissance. » Soliane hocha la tête, intimidée. La gouvernante précédente, une femme d'Aqua Ibom, était partie du jour au lendemain sans dire au revoir. On murmurait dans le quartier qu'elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Mais Soliane n'avait pas le choix. Sa mère était malade à Port-Harcourt. Les factures de l'hôpital s'empilaient. Elle entra. Les premiers jours furent étrangement calmes. Madame Marélia sortait beaucoup, parfumée, toujours accompagnée de son chauffeur taciturne prénommé Darion, un colosse au regard vide qui ne parlait presque jamais. Soliane faisait le ménage, la cuisine, donnait le biberon aux jumeaux qui ne pleuraient jamais. Jamais. Ils ouvraient juste leurs petits yeux verts, trop grands eux aussi, et la fixaient longtemps, longuement, comme s'ils la reconnaissèrent déjà. La nuit, elle dormait dans une petite chambre attenante à la nursery, une porte communicante toujours entr'ouverte au cas où. C'est la 3e nuit que tout bascula. Soliane se réveilla en sursaut, la bouche sèche. Un bruit, un froissement, comme du tissu qu'on traîne sur le carrelage. Elle se redressa dans son lit, le cœur cognant. La veilleuse de la nursery projetait une lumière orangée à travers la porte entr'ouverte. Elle se leva sans bruit, pieds nus, et s'approcha. Ce qu'elle vit la figea sur place. Les berceaux étaient vides, les couvertures en tas par terre. Au milieu de la pièce, 2 longs serpents noirs, luisants, aussi épais que son bras, se dressaient à moitié, la tête plate levée, les yeux brillants comme des braises vertes. Leurs écailles capturèrent la lumière et la renvoyaient en reflets huileux. L'un d'eux tourna lentement la tête vers elle et ouvrit la bouche, révélant 2 crochets fins comme des aiguilles. Un sifflement bas, presque un murmure, sortit de sa gorge. « Maman !» Soliane étouffa un cri en plaquant sa main sur sa bouche. Ses jambes tremblaient si fort qu'elle dut s'appuyer au chambranle. Et puis, sous ses yeux horrifiés, les serpents commencèrent à changer. Leur corps se tordit, se raccourcit, les écailles fondirent comme de la cire chaude, la peau humaine apparut, lisse et dorée. En moins de 10 secondes, Kéliane et Auréline étaient là, nues sur le tapis, souriant, tendant leurs petites mains potelées vers elle en gazouillant, comme si rien n'avait eu lieu. Elle recula, trébucha, se cogna contre le mur. Les bébés, ou ceux qui en avaient l'apparence, se mirent à rire, un rire clair et innocent qui résonna dans toute la maison. Au même moment, elle entendit les talons de Madame Marélia dans l'escalier. La porte de la nurserie s'ouvrit en grand et la maîtresse de maison apparut, en nuisette de soie noire, les cheveux défaits, les yeux brillants du même vert surnaturel. Elle regarda Soliane, puis les jumeaux, puis Soliane à nouveau, et sourit lentement, très lentement. « Tu les as vus, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix douce, presque tendre. Elle s'agenouilla, prit les bébés dans ses bras, les embrassa sur le front. Les enfants se blottirent contre elle avec une avidité étrange. « Ne t'en fais pas, ma petite. Ils ne te feront rien, tant que tu restes sage. » Soliane sentit ses genoux se dérober. Elle tomba assise par terre, la gorge nouée. Madame Marélia se releva, majestueuse, et s'approcha d'elle, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le marbre. Elle se pencha, caressa la joue de Soliane du bout des ongles longs et pointus. « Tu sais garder un secret, Soliane? Parce que si tu parles... » Elle laissa la menace planer, puis se redressa. « Va te recoucher. Demain, tu continueras à t'occuper d'eux comme avant. Et surtout, tu ne diras rien à personne. Pas même à Darion. Il est jaloux, tu sais. Très jaloux. » Elle tourna les talons, les jumeaux dans les bras, et remonta l'escalier sans se retourner.
Soliane resta là, prostrée, jusqu'à ce que le jour se lève, le corps glacé, l'esprit en miettes. Quand enfin elle osa retourner dans la nursery, les berceaux étaient impeccables, les couvertures bien bordées, et les bébés dormaient profondément, le visage angélique, les petites mains jointes sous le menton. Mais dans la lumière grise de l'aube, elle remarqua quelque chose sur le tapis. Une écaille noire, luisante, grande comme une pièce de monnaie. Elle la ramassa du bout des doigts. L'écaille était tiède, vivante. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé dont Solian ne pouvait pas se réveiller. Elle se levait à l'aube, faisait semblant de sourire, donnait le bain aux jumeaux qui la regardaient avec ses yeux trop verts en battant des cils comme des anges. Mais dès que la nuit tombait, elle tremblait de tous ses membres. Elle avait caché l'écaille noire dans une vieille boîte de biscuits sous son matelas. Parfois, quand elle était seule, elle la sortait et la posait sur sa paume. Elle était toujours tiède, comme si un cœur minuscule battait à l'intérieur. Madame Marélia, elle, était plus douce que jamais. Elle offrait à Solian des robes neuves, des chaussures en cuir véritable, des bijoux en or qui brillaient trop fort. « Tu fais partie de la famille maintenant », répétait-elle en lui pinçant gentiment la joue. Mais chaque fois que ses ongles laissaient de petites marques rouges qui mettaient des heures à disparaître. Darion, le chauffeur, rôdait plus souvent dans la maison. Il ne disait rien, mais ses yeux suivaient Soliane partout, lourd, accusateur, comme s'il savait. Une fois, elle le surprit en train de renifler l'air autour de la nurserie, les narines dilatées, la mâchoire crispée. La 6e nuit, Soliane n'arrivait plus à dormir. Elle avait mis 3 cadenas à l'intérieur de sa porte, mais elle savait que ça ne servirait à rien. Vers 2 heures du matin, elle entendit à nouveau le froissement. Cette fois, ce n'était pas dans la nursery, c'était dans le couloir, lent, régulier, comme un gros corps qui se traîne. Elle se leva, le cœur au bord des lèvres, et colla son oreille contre la porte. Le bruit s'arrêta juste devant chez elle. Puis, un petit coup léger, presque timide. « Soliane ?» C'était la voix d'Auréline, toute douce, toute enfantine. « Ouvre, grande sœur, on a froid. » Soliane recula jusqu'au mur. Ses dents claquaient. Un deuxième coup, plus fort. « Soliane, maman a dit que tu devais nous faire chauffer du lait. » La voix de Kéliane cette fois, plus grave, plus lente. Elle plaqua ses mains sur ses oreilles, mais les coups continuaient, rythmés, patients. Puis le silence. Un silence si lourd qu'elle crut devenir folle. Elle attendit 1 heure, 2 heures. Quand enfin elle osa entr'ouvrir la porte, le couloir était vide. Mais sur le carrelage blanc, il y avait une traînée luisante, comme une trace de bave épaisse, qui menait jusqu'à l'escalier. Le lendemain matin, Madame Marélia l'attendait dans la cuisine, assise devant une tasse de café fumant. Elle portait une robe rouge sang qui semblait boire la lumière. « Tu as mal dormi, ma petite ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. Soliane secoua la tête, incapable de parler. Madame Marélia sourit, découvrant des dents un peu trop pointues. « Ce soir, j'ai invité un pasteur très puissant. Il va bénir la maison et les enfants. Tu seras là, bien sûr. Habille-toi bien. » Elle se leva, posa une main possessive sur l'épaule de Solian. « Et surtout, ne fais pas cette tête effrayée. Les enfants sentent la peur, tu sais. Ça les excite. » L'après-midi, Soliane tenta de téléphoner à sa mère avec le vieux Nokia qu'elle cachait dans ses affaires. Mais dès qu'elle composa le numéro, l'écran devint noir et une voix d'homme rauque sortit du haut-parleur. « Ne fais pas ça, Soliane. » Elle lâcha le téléphone comme s'il brûlait. Quand elle le ramassa, l'écran était redevenu normal. Mais le numéro de sa mère avait disparu de la liste d'appels. À 19 heures précises, une Mercedes noire se gara devant la villa. Un homme en costume blanc en sortit, grand, maigre, le crâne rasé, tenant une Bible en cuir de serpent. Il s'appelait Pasteur Nérios. Ses yeux étaient du même vert que ceux de la famille. Il serra la main de Madame Marélia avec une familiarité étrange, presque intime. « Mes bébés ont grandi », dit-il en entrant dans le salon où les jumeaux étaient assis sur un tapis, sages comme des images. Il s'agenouilla devant eux, leur caressa la tête. Kéliane et Auréline se mirent à ronronner, un son grave, profond, qui fit vibrer les vitres. Soliane fut forcée de servir le vin de palme et les petits fours. Chaque fois qu'elle passait près du pasteur, il tournait lentement la tête vers elle, comme un lézard qui suit une mouche. À un moment, il lui saisit le poignet. Sa main était glacée. « Tu as une belle âme, petite », murmura-t-il. « Pure. Mes enfants l'aiment déjà. » Madame Marélia éclata d'un rire cristallin. « Ne l'effraie pas, Nérios. Elle est encore timide. » La cérémonie commença à minuit. Ils éteignirent toutes les lumières, sauf des bougies rouges disposées en cercle autour des symboles étranges tracés avec de la poudre blanche sur le marbre.
Le pasteur Nérios se mit à chanter dans une langue que Solian ne connaissait pas, une langue qui faisait mal aux oreilles, comme des griffes sur du verre. Les jumeaux, assis au centre du cercle, commencèrent à se balancer d'avant en arrière. Leurs yeux devinrent entièrement verts, sans pupilles. Madame Marélia ôta son boubou. En dessous, sa peau était couverte d'écailles minuscules, irisées, qui apparaissaient et disparaissaient selon la lumière. Solian, debout dans un coin, serrait si fort son tablier que ses jointures étaient blanches. Elle vit alors quelque chose qui lui glaça le sang. Sous la robe du pasteur, une queue longue et noire se déroulait lentement sur le sol, se levant autour de ses chevilles. Il se tourna vers elle, la langue fourchue, et murmura « Ce soir, nous allons te faire un cadeau, Solian. Tu vas devenir comme nous, une vraie mère pour mes petits. » À cet instant précis, les bébés se levèrent d'un bond, leurs bouches s'ouvrirent démesurément, révélant des crochets luisants de venin. Ils rampèrent vers elle à une vitesse terrifiante, leurs petits corps déjà en train de se tordre, de s'allonger, les os craquant comme du bois sec. Madame Marélia éclata d'un rire hystérique. « Ne résiste pas, ma chérie. Ça fait juste un peu mal au début. » Solian hurla enfin. Elle attrapa la croix en argent que sa grand-mère lui avait donnée avant de partir du village, la brandit devant elle. Les serpents enfants s'arrêtèrent net, sifflant de rage, la langue frémissante. Le pasteur Nérios plissa les yeux. Une croix bénie. Intéressant. Il fit un pas en avant, et la croix devint brûlante dans la main de Solian, si brûlante qu'elle la lâcha avec un cri de douleur. La croix tomba par terre et fondit comme du beurre, laissant une flaque d'argent fumant. C'est là que Darion entra dans le salon. Il était pieds nus, torse nu, le corps couvert de tatouages anciens qui semblaient bouger tout seuls. Dans sa main droite, il tenait une machette rouillée. Ses yeux n'étaient plus vides. Ils brûlaient d'une haine pure. « Assez !» gronda-t-il d'une voix si grave que les bougies vacillèrent. Madame Marélia se tourna vers lui, furieuse. « Darion, tu oses? Après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Darion ricana. « Tu m'as maudit, Marélia. Tu m'as transformé en chien de garde. Mais j'ai attendu. J'ai attendu que quelqu'un vienne. Quelqu'un qui ait assez de foi pour briser ton cercle. » Il pointa sa machette vers Solian. Elle. Puis il se tourna vers le pasteur Nérios. « Et toi, faux prophète, retourne dans le trou d'où tu sors. » Un combat terrifiant s'engagea. Darion frappa le premier, la machette sifflant dans l'air. Le pasteur para avec son bras qui se transforma instantanément en un serpent géant, enroulant autour de la lame. Madame Marélia hurla, se jeta sur Darion, toute griffe dehors, son visage se déformant en quelque chose d'inhumain. Les jumeaux serpents fondirent sur les jambes de Darion, plantant leurs crochets dans sa chair. Mais le grand chauffeur ne broncha pas. Il arracha Kélian de sa cuisse, le projeta contre le mur où il éclata en une gerbe d'écailles noires. Solian profita du chaos pour courir vers la porte. Mais Auréline, déjà à moitié serpent, s'enroula autour de sa cheville et la fit tomber. La petite bouche s'ouvrit, prête à mordre. Solian, dans un ultime sursaut, attrapa la flaque d'argent fondue, encore brûlante, et la jeta au visage du serpent bébé. Auréline hurla, un hurlement strident qui fit exploser 2 bougies et se tordit de douleur, la peau fumante. Darion, couvert de sang et de venin, planta sa machette dans le dos de Madame Marélia. Elle se retourna, les yeux écarquillés, et cracha un jet de venin noir qui brûla le torse du chauffeur. Mais il tint bon, tourna la lame. Un bruit humide, horrible. Madame Marélia s'effondit à genoux, les mains crispées sur la plaie béante. « Tu ne peux pas... » balbutia-t-elle. Darion se pencha à son oreille. « Je t'ai aimé autrefois, avant que tu me voles mon humanité. » Il arracha la machette, et d'un revers, trancha la tête du pasteur Nérios qui rampait déjà vers lui sous forme de cobra royal. Le silence retomba, lourd, poisseux. Les corps serpents se contorsionnaient encore faiblement sur le sol. Darion tituba jusqu'à Solian, la releva brutalement. « Cours !» souffla-t-il, la bouche pleine de sang. « Cours maintenant, avant que le sort se referme. » Solian, les larmes aux yeux, secoua la tête. « Et vous ?» Il eut un sourire triste. « Moi, je suis déjà mort depuis longtemps. Va !» Elle courut. Elle traversa le salon ensanglanté, le couloir, le jardin. Le portail électrique était ouvert, comme s'il l'attendait. Dehors, la rue était déserte, la lune énorme et rouge. Elle courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent, jusqu'à ce que ses pieds saignent dans ses tongs. Elle ne s'arrêta qu'en arrivant au grand marché d'Oshodi, au milieu des vendeuses de petits déjeuners qui commençaient à installer leurs braseros. Elle se cacha derrière un étal de tomates, haletante, et là, seulement là, elle regarda derrière elle. La villa blanche était toujours là, au loin, immobile. Mais toutes les lumières s'étaient éteintes d'un seul coup.
et dans l'air flottait encore cette odeur froide, reptilienne, qui semblait la suivre. Soliane sortit la boîte de biscuits de sous son pagne. L'écaille noire était toujours tiède, mais maintenant, elle pulsait, fort, comme un cœur. Soliane resta accroupie derrière l'étal de Mama Chica, jusqu'à ce que le soleil soit haut fasse fumer les toits en tôle. Les odeurs de beignets frits, d'oignons grillés et de piments la ramenaient à la vie, mais chaque battement de l'écaille dans sa poche lui rappelait que le cauchemar n'était pas fini. Mama Chica, une grosse femme au rire tonitruant, finit par la remarquer. « Hé, petite, tu es blanche comme du lait caillé. Viens boire du thé. » Soliane n'osa pas refuser. Elle s'assit sur un tabouret en plastique, les mains tremblantes autour du verre brûlant. Mama Chica la dévisagea longuement. « Toi, tu viens de chez les Dégraves, hein ?» Soliane sursauta si fort que le thé se renversa sur ses genoux. La vieille femme posa une main lourde sur son épaule. « Calme-toi. Ici, au marché, on parle bas, mais on sait tout. Viens derrière. » Derrière l'étal, il y avait une petite cabane en parpaing où Mama Chica rangeait ses sacs de riz. Elle ferma la porte, tira un rideau en wax et sortit d'un coffre rouillé une bouteille de gin local et une photo jaunie. Sur la photo, une jeune femme souriante, enceinte, posait devant la même villa blanche. « C'était ma fille, Elwanda », dit Mama Chica d'une voix rauque. Elle aussi était bonne là-bas. Elle est revenue un jour avec le ventre rond en disant que Madame Marelia lui avait fait un cadeau. 9 mois après, elle a accouché d'un serpent mort. Elle s'est pendue le lendemain. Les larmes coulaient sur les joues de la vieille, mais ses yeux étaient durs. Depuis, je surveille cette maison du diable. Tu n'es pas la première à fuir, mais tu es la première à arriver vivante. Soliane sortit l'écaille de sa poche. Dès qu'elle la posa sur la table, Mama Chica recula d'un pas. Jésus-Marie-Joseph, c'est une écaille de reine, celle de Marelia elle-même. Tant qu'elle bat, elle n'est pas vraiment morte. Elle va te traquer, petite, jusqu'au bout du monde. Soliane sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce que je dois faire? Mama Chica attrapa la bouteille de gin, en versa dans une coupelle, y jeta 3 grains de piment et une pincée de poudre noire. On va consulter quelqu'un qui connaît les vieux secrets, ce soir. Mais d'abord, tu dois te cacher. Elles la cachèrent dans la soupente au-dessus du marché, une pièce minuscule pleine de sacs d'arachides où l'air sentait le rance et la sueur. Soliane y passa la journée à trembler, écoutant les bruits du marché, le cœur battant au même rythme que l'écaille. À la tombée de la nuit, Mama Chica revint avec un homme voûté, pieds nus, vêtu d'un simple pagne rouge. Il avait les yeux complètement blancs, comme s'ils étaient retournés dans leurs orbites. Il s'appelait Baba Lisiane. Dès qu'il entra, il renifla l'air et pointa un doigt osseux vers la poche de Soliane. « Donne-la-moi. » Sa voix était un souffle de vent sec. Soliane hésita. Mama Chica la poussa doucement. « Fais-lui confiance. Il est le dernier Dibia encore vivant qui connaît le nom secret des Mamiwata serpents. » Soliane tendit l'écaille. Dès que les doigts de Baba Lisiane la touchèrent, elle se mit à briller d'une lumière verte malade. Le vieil homme ferma les yeux. Son corps se raidit. Quand il parla, ce n'était plus sa voix. C'était celle de Madame Marelia, suave et venimeuse. « Tu crois pouvoir m'échapper, petite souris? Je sens ton odeur partout. Je vais faire éclore mes bébés dans ton ventre. Tu seras leur nouvelle mère. » Baba Lisiane rouvrit les yeux, haletant. Elle est déjà en route. Elle a pris une autre forme. Une forme que personne ne soupçonnera. À cet instant, on frappa à la porte de la soupente. 3 coups lents. La voix de Darion, rauque et épuisée, traversa le bois. « Ouvre, Soliane, c'est moi. » Mama Chica attrapa une machette cachée sous un sac de riz. Soliane, le cœur battant, déverrouilla. Darion entra en titubant. Il était méconnaissable. La moitié gauche de son visage était brûlée par le venin, l'œil pendant hors de l'orbite, mais il tenait encore debout. Il tomba à genoux devant Soliane. « Je les ai ralentis, mais elle a bu mon sang. Elle est plus forte maintenant. » Il tendit une main couverte de cloques. Dans sa paume, il y avait un petit flacon en argile scellé avec de la cire rouge. Le cœur de Marelia. Je l'ai arraché avant de partir. Tant qu'il bat, elle peut changer de corps. Il faut le brûler dans le feu des 7 rivières. Sinon, elle reviendra toujours. Baba Lisiane prit le flacon, le renifla, grimaça. Il pue la mort ancienne. Il faut aller à Ozun, là où la déesse pardonne même aux serpents. Mais le chemin est gardé. Les enfants sont déjà nés une 2e fois. Ils ont pris les corps de 2 vendeuses du marché. Elles sourient trop. Elles sentent le jasmin froid. Soliane sentit la terreur lui mordre les entrailles. Darion leva son œil valide vers elle. « Je viens avec toi. Je te dois ça. »
Mama Chica attacha un pagne autour de la taille de Soliane, y glissa un couteau de cuisine et une petite bourse de Cory. « Prends aussi ça. Quand tout sera perdu, jette-les par terre et crie mon nom 3 fois. » Ils partirent à l'aube dans un bus brinque-ballant bus de nuit direction Ozogbo. Darion, enveloppé dans une couverture, grelottait de fièvre. Baba Lisiane chantait doucement dans une langue oubliée, tenant le flacon contre son cœur. Soliane, collée à la fenêtre sale, regardait la gosse s'éloigner. À chaque arrêt, elle scrutait les visages des passagers qui montaient. À Ibadan, 2 jeunes femmes entrèrent, superbes, lèvres dorées, yeux trop verts. Elles s'assirent juste derrière elle. Soliane sentit l'odeur de jasmin. L'une d'elles posa une main manucurée sur son épaule et murmura à son oreille. « Maman nous manque, grande sœur. Tu nous ramènes à la maison ?» L'autre montra ses dents. Entre ses canines, 2 petits crochets luisaient. Darion se redressa d'un bond, malgré la douleur, et brandit le flacon comme une grenade. « Reculez, démons !» Les 2 femmes sifflèrent, langue fourchue, et tout le bus se mit à hurler. Baba Lisiane ouvrit la fenêtre et jeta une poignée de poudre rouge. Les créatures reculèrent en crachant, la peau fumante. Le chauffeur, paniqué, arrêta le bus au milieu de la route. Les passagers s'enfuirent en criant au diable. Les 2 femmes serpents se glissèrent par les fenêtres et disparurent dans la brousse, laissant derrière elles une traînée luisante. Ils continuèrent jusqu'à Osogbo à pied, sous une pluie battante qui transformait les chemins en boue rouge. Darion perdait son sang par les plaies qui ne se refermaient pas. À l'entrée de la forêt sacrée d'Ozun, un panneau rouillé indiquait « Interdit aux impurs ». Baba Lisiane s'arrêta, leva le flacon vers le ciel. « Ici, la déesse jugera, mais il faudra payer le prix. » Soliane hocha la tête. Elle était prête à tout. Au cœur de la forêt, la rivière brillait sous la lune comme du mercure. Des statues anciennes, couvertes de mousse, les regardaient avec des yeux vides. Baba Lisiane creusa un trou au bord de l'eau, y déposa le flacon, puis une noix de cola, du gin, du sang de sa propre veine. Il se tourna vers Soliane. Pour que le feu prenne, il faut un sacrifice volontaire, un cœur qui bat encore. Darion, sans un mot, s'avança. Il prit le couteau de cuisine des mains de Soliane, le posa contre sa propre poitrine. « J'ai déjà vécu trop longtemps comme un monstre. Laisse-moi réparer. » Soliane hurla. « Non !» Mais Darion sourit, pour la première fois. « Tu m'as rendu mon humanité rien qu'en ayant peur avec moi. » Il enfonça la lame. Le sang gicla, noir et épais, sur le flacon. Baba Lisiane entonna un chant si puissant que les arbres tremblèrent. Une flamme verte, froide, jaillit du trou, enveloppa le cœur de Marélia. Un hurlement déchirant traversa la forêt. Un cri de femme, d'enfant, de serpent, tout à la fois. Et puis plus rien. Le silence. La rivière se mit à bouillonner. Une femme immense, peau d'ébène, cheveux faits de lianes, surgit de l'eau. Osun, en personne. Elle posa une main fraîche sur le front de Soliane. « Tu as payé le prix, enfant. Le serpent ne te poursuivra plus. » Puis elle regarda le corps sans vie de Darion, hocha la tête avec respect, et le fit doucement glisser dans l'eau où il disparut sans une éclaboussure. Soliane tomba à genoux, épuisée, vidée. Baba Lisiane ramassa une poignée de cendres encore tièdes là où le flacon avait brûlé. Il les versa dans la petite bourse de Coris. « Garde ça. Tant que tu les auras, aucun serpent ne t'approchera. » Il la regarda longuement. « Mais souviens-toi, certains secrets ne meurent jamais complètement. Ils dorment. » Quand Solian revint à Lagos 3 jours plus tard, la Villa Blanche avait brûlé dans la nuit. On parla d'un court-circuit. Les corps calcinés de Madame Marélia et du pasteur Nerios furent retrouvés enlacés dans le salon. Les jumeaux, eux, avaient disparu. On ne retrouva que 2 petites combinaisons blanches, vides, posées sur les berceaux noircis. Soliane ne retourna jamais à Port Harcourt. Elle resta au marché avec Mama Chica, vendit des tomates et des piments forts. Parfois, tard le soir, quand le marché se vidait, elle sortait la bourse de cendres et l'écaille qui ne battait plus. Elle les serrait contre son cœur et murmurait « Darion, je n'oublierai pas. » Mais certaines nuits, quand la lune est trop rouge et l'air sent le jasmin froid, elle entend, tout près, un froissement léger. Comme un gros corps qui se traîne sur le carrelage. Et dans l'ombre, 2 petits yeux verts la regardent fixement, attendant qu'elle ferme les siens. Des années passèrent. Soliane devint Mama Solian, la reine des piments d'Oshodi, celle à qui on venait de loin pour les condiments les plus forts et les histoires les plus vraies. Elle ne parlait jamais de la Villa Blanche, mais tout le monde savait qu'il ne fallait pas la déranger quand elle fermait les yeux un instant, assise sur son tabouret, la main posée sur la petite bourse de Coris pendue à son cou. Un soir de décembre,
Alors que le harmattan rendait l'air sec et doux, une vieille femme voilée s'approcha de son étal. Elle tremblait, soutenue par deux adolescentes aux yeux très verts, trop verts. La vieille découvrit son visage. C'était la mère de Madame Marelia, ridée comme un vieux serpent séché. Elle posa sur la table une enveloppe épaisse et une photo. Sur la photo, Kellyanne et Auréline, maintenant grands, beaux, humains, debout dans un pensionnat catholique au Canada. Leurs yeux étaient devenus noisettes, ordinaires. « Ils ne se souviennent de rien », murmura la vieille, d'une voix cassée. Le feu d'Osun a tout effacé. Ils ne savent même pas qu'ils ont eu une autre mère. Je viens seulement te dire merci et te supplier de me pardonner pour ma fille. Elle ouvrit l'enveloppe. Des milliers de dollars canadiens et un billet d'avion aller simple pour Toronto. Viens les voir une fois, juste une fois. Ils ont besoin d'une tante, pas d'un souvenir. Solian regarda longtemps la photo. Les jumeaux souriaient, timides, sans crochet, sans écailles. Elle caressa le visage des enfants avec son pouce, puis referma l'enveloppe et la rendit à la vieille. Dites-leur que tante Soliane les aime déjà, mais je reste ici. Mon marché, mes piments, mes sœurs de Haut-Chaudie, c'est ma famille maintenant. Elle sourit, pour la première fois sans peur. Et puis, quelqu'un doit bien veiller à ce que plus jamais un serpent ne mette les pieds à Lagos. La vieille pleura, embrassa les mains de Soliane et partit. Les adolescentes se retournèrent une dernière fois. L'une d'elles fit un petit signe timide de la main. Soliane le leur rendit. Cette nuit-là, elle monta sur le toit en tôle du marché, seule avec la lune. Elle sortit la bourse, défit le nœud et laissa le vent emporter les cendres grises qui restaient au fond. L'écaille noire, elle, était devenue blanche comme de l'ivoire, froide, morte enfin. Elle la posa sur le rebord et, d'un petit coup de talon, la fit tomber dans la rue déserte. Au matin, un gamin la ramassa pour jouer. Elle n'était plus qu'une jolie pierre brillante. Soliane inspira profondément l'air de Lagos, chargé d'oignons frits, de gazouaille et de vie. Elle murmura dans la nuit. « Darion, Mama Chica, Elwanda, on a gagné. » Et pour la première fois depuis 7 ans, elle dormit sans faire de cauchemar.